Merci Macha, merci à vous qui vous intéressez à ce sujet. On a décidé avec Macha, elle vous a indiqué là, comment la temporalité a été retaillée. Donc, moi, j'ai préparé 20 petites diapos rapides alors, non pas pour faire le résumé de ce que c'est qu'une CJC, mais pour vous présenter un angle. Il y avait dans le titre la porte d'entrée, dans le titre de la diapo de la Coréade. Vous avez que moi, j'ai mis en rouge l'IP, l'intervention est précoce, parce que ben, de fait, on en parlera moins, on en parlera même peut-être pas dans cette présentation. C'est un des enjeux de la CJC. Je l'avais pas calculé parce que je l'ai appris il y a quelques jours, ce qu'on va faire dans les 20 diapos et puis ce qu'on va faire à travers un certain nombre de questions que vous avez posées et d'autres. On va faire le lien avec le séminaire d'après de Myriam Cassin sur le psychotrauma. On va faire le lien, comment la porte d'entrée peut permettre et de gagner du temps, parce qu'en fait c'est ça le but, de gagner du temps pour la personne, pour que un problème qui pouvait être sous-jacent à l'usage soit traité. Voilà. Alors, si vous en êtes d'accord, moi, je déroule ces diapos et puis, à travers vos questions, celles que vous avez posées avant, et puis les questions que vous pourrez poser, on complétera le sujet, on le balayera. Bon. Quelques mots de présentation pour vous expliquer. Moi, je suis donc comme ça se voit peut-être sur mon visage, je suis à la fin de ma carrière. Voilà, c'est probablement ma dernière année d'activité clinique, c'est même sûr, ma dernière activité clinique. Sans vous faire mon histoire, ça fait 40 ans que je travaille là-dedans, dans les addictions. J'ai jamais été que dans ce secteur-là. Et c'est vrai que les CJC, ben, ça fait 20 ans, donc c'est anecdotique, mais ça n'est pas tout à fait. Ça dit quelque chose, c'est le milieu de ma carrière. Et au-delà de ça, c'est un virage ça signifie quelque chose dans la façon dont on va attraper les questions d'addiction. Donc, on va rentrer dans une première diapositive qui va vous en dire quelque chose. Je ne sais pas si vous avez eu par ailleurs des webinaires avec des gens de l'OFDT, des collègues de l'OFDT, mais vous savez que Mm. de façon massive, et puis Macha, on s'était croisés dans des activités précédentes, je crois que c'est partagé de façon massive, c'est l'adolescence, la période de la vie, non pas où se joue la totalité des problèmes d'addiction, mais où se rencontrent les questions d'usage et où s'amorce la question d'usage. Et au début, c'est mis en haut à gauche. C'est pas une façon pour moi de banaliser, mais on va pas parler tout de suite d'addiction, on va parler d'usage. On va parler du fait qu'on va faire usage, qu'on va consommer quelque chose. Et en l'occurrence, là encore, pour se gagner du temps, mais on pourrait traiter toutes les nuances de l'addiction, on va se centrer plutôt sur les substances psychoactives, mais j'étais ce matin, je suis dans le groupe le collège d'experts de l'Autorité nationale des jeux. Voilà, on parlait des paris sportifs, donc largement une partie de ce qu'on dit peut s'appliquer à d'autres problématiques. Mais l'usage de substances psychoactives, avant d'être une addiction, avant d'être une maladie chronique, éventuelle chez certains, pas chez tous, il peut y avoir d'autres problèmes que la maladie chronique. Il peut y avoir des cancers, vous allez faire tabaquite, voilà, il peut y avoir des cancers et d'autres conséquences de l'usage. Mais l'usage a aussi une fonction utile, entre guillemets, ou en tout cas une fonction qui le rend désirable, qui est la fonction adaptative. Voilà. Et ça, je crois qu'il faut garder ça en tête, non pas comme une façon de banaliser l'usage, mais d'en comprendre les enjeux. Et bien sûr, cette adaptation, qui dit s'adapter, dit une personne s'adapte à ce qui est autour d'elle. Donc, elle va s'adapter à des dynamiques familiales. Myriam vous parlera aussi de thérapie systémique, de thérapie familiale. Elle va s'adapter à des dynamiques sociales, à des dynamiques culturelles. Moi, j'avais beaucoup travaillé sur les dimensions addictogènes des cultures
contemporaine, hein. Voilà. Aujourd'hui, par exemple, vous savez que on voit monter le thème de l'angoisse climatique, hein, des anxiétés climatiques, et une partie des usages va, voilà, possiblement venir parfois contrebalancer. Donc ça donne cette définition un peu magique, hein, et sur lequel il faut s'arrêter, que cet usage, et encore une fois, hein, je dis volontairement le mot usage, au début, c'est à la fois un problème et c'est une solution qui en plus est assez extraordinaire, je mets entre guillemets le mot magique, parce que c'est une solution rapide, c'est une solution qui peut venir à la demande, comme on dit, sur un claquement de doigts, que j'ai le sentiment, notamment quand je suis jeune, de pouvoir donc renouveler à l'infini, et qui va être intense, et puis que j'ai le sentiment de pouvoir doser, parce que oui, le cannabis, il est de plus en plus fort en THC, par exemple, mais quand je roule mon joint, je peux mettre la quantité que je veux, hein, et donc, je vais pouvoir avoir le sentiment de maîtriser mon effet. Et ça, cette solution magique, c'est dû à quelque chose qui est le résultat de l'intelligence humaine, c'est la chimie ou les progrès techniques, voilà, hein, qui rendent l'utilisation de substances psychoactives de plus en plus maniable. Et ça a ce côté magique parce que ça se fait comme ça sur un claquement de doigts, mais en même temps, c'est un effet bien réel, hein, parce que si j'étais triste, ben, je me sens désinhibé. Si j'étais énervé, je me sens déstressé. Si j'avais mauvais moral, mon moral a pris un coup de fouet. Si j'étais seul dans un coin de la pièce, je suis intégré au groupe parce que j'ai bu, j'ai fumé comme les autres, ainsi de suite. Je peux vous faire le catalogue de tous les effets pharmacologiques qu'on peut obtenir, mais ils sont là et ils sont réels. Voilà. Donc, il y a une dimension solution. Vous voyez où on va en venir. Cette dimension solution, c'est celle que l'usager, notamment quand il est jeune usager, aussi bien jeune en maturité que jeune dans son usage, donc il est très près de cet effet-là, il va la défendre. Et puis de l'autre côté, il y a les adultes que nous sommes, ou en tout cas les acteurs de santé que nous sommes. Ben, nous voyons les risques pharmacologiques qu'il est en train de prendre. Alors là, je vous les ai pas mis parce que c'est pas le but et que on pourrait y passer tout le webinaire. Donc, vous les connaissez par ailleurs. Je vous ai mis deux grands problèmes que vont nous poser sur un plan, j'ai envie de dire, parental, sur un plan éducatif, cette expérience d'usage. C'est que ça va nous faire, et ça va apprendre à dépasser les limites naturelles, et ça va venir se substituer à des compétences psychosociales. Voilà. C'est-à-dire que si je fais appel à la solution chimique, et j'ai pas de haine contre le chimiste, hein. Je me souviens avoir fait une émission de télé et le chimiste avec qui j'intervenais après il me disait oh, mais pourquoi cette haine de la chimie? Je dis non, j'ai pas de haine moi et je suis très content de bénéficier de solutions chimiques et techniques dans certains moments. Mais si on veut la doser, l'usage de cette solution chimique, il faut connaître ses inconvénients. Et un de ces inconvénients, notamment quand on est le parent éducateur de cet adolescent, c'est que du jour au lendemain, ça lui permet d'être un autre, de passer un step de compétence, et il ne le passe pas en s'entraînant, il ne se passe pas en s'éduquant, il le passe en prenant une substance qui, en quelques minutes, lui apporte ce résultat magique. Et donc, bah, il ne sait pas forcément faire un raisonnement stupide de la part de l'adolescent que de se dire c'est ça qui marche le mieux. Voilà. Ma mère peut essayer de m'apprendre, et mon père, ma mère peut essayer de m'apprendre à me désinhiber, et mon père à résister à certaines fatigues et souffrances. N'empêche que mes copains ils me donnent une solution qui marche en quelques minutes. Voilà, hein. Et donc, ça va avoir une quatrième conséquence qui est que, avant même la dépendance pharmacologique, je peux m'attacher au produit, hein. Et m'attacher au produit, ça veut dire créer une relation privilégiée à ce produit qui va en plus derrière avoir des effets pharmacologiques, mais qui peut aussi se lier sur mes problématiques d'attachement, sur mes vulnérabilités. Vous retrouverez les traumas sur des dimensions génétiques, physiologiques. Voilà, on ne reprend pas tout le schéma. Là. Voilà le premier point que je voulais vous partager et qui a expliqué la naissance de ces CJC et on va le balayer à travers trois séquences qui ont été au cœur du travail de la CJC. Pourquoi? Parce que
c'est un peu, voilà, moi je suis un Toulousain d'origine, donc c'est le canal du Midi pour ceux qui reconnaissent. Quand vous êtes un jeune usager de substance, au début, vous trouvez ça hyper agréable. Et le soignant ou l'éducateur ou le parent qui a pour mission de vous faire arrêter est conçu comme un emmerdeur qui vient arrêter quelque chose qui marche. Et plus vous êtes en situation de souffrance, plus vous tenez à ce qui marche. Déjà, si c'est juste pour vaincre une timidité adolescente, bon, mais si en plus la fonction adaptative vient soulager des douleurs ou des souffrances plus intimes, ah, et donc le constat qui avait été fait, pour continuer d'avancer au niveau des CJC, avant la création des CJC, c'est que ces jeunes ne s'adressaient pas au secteur de soins, puisque le secteur de soins leur disait, tu dois venir pour faire un sevrage. Donc ils n'allaient pas vers ce secteur de soins. Quand les CJC ont été lancés il y a 20 ans, on était au virage de la réduction des risques, et pareil, on s'était rendu compte que l'intérêt de la réduction des risques, c'est que ça nous permettait de rencontrer des personnes qui n'étaient pas demandeurs de soins, au sens qui ne demandaient pas tout de suite à être soignés par rapport à leur usage ou par rapport à leur dépendance. Et pourtant, il fallait commencer à se mettre en lien avec eux tout de suite. Voilà. Et ça, c'est la séquence numéro un, et c'est le cœur de métier de la CJC. En théorie, après, il y a des questions j'ai vues dans celles que vous avez posées, qui pointent les contradictions peut-être de ce que sont devenus les CJC au bout de 20 ans. Mais en théorie, oui, ça devait être une porte d'entrée. Oui, ça devait permettre de rencontrer des usagers. Et oui, comme tu le rappelais en introduction, Macha, l'idée, c'était pas viens arrêter dans la CJC, mais c'était viens faire le point ou venez avec vos parents réfléchir à pourquoi. Voilà, il n'y avait pas quelque chose qui devait être trop dissuasif ou qui risquait d'avoir déjà décidé de me soigner pour pouvoir être reçu dans la CJC. Voilà. Sinon, on est comme dans d'autres domaines de la dicto, on va s'intéresser à ce qui est entre guillemets le plus facile, même si c'est jamais aussi facile que ça d'arrêter. Alors, on va regarder cette séquence numéro un, on va prendre la diapositive suivante, on va le balayer assez rapidement, hein. Elle va nous demander de travailler autour de trois catégories, trois grands, euh, comme ça, concepts qu'on peut attraper et qui sont très humains. C'est toujours ce qui est intéressant dans la CJC, c'est le temps. Ah, s'il y a des collègues de CJC qui sont dans la salle, vous savez que les parents, ils arrivent et presque, ils vous disent, allez, soignez-le. Voilà, hein, il faudrait que le problème. Bon. Or, s'ils veulent une solution tout de suite, et s'ils veulent une solution complète, eh ben, on n'y arrivera pas. La seule chose qui donne une solution tout de suite et complète, entre guillemets, c'est la drogue. Voilà. Alors, c'est une solution qui ne dure pas, il faut la renouveler. Mais si vous voulez en 10 minutes résoudre un problème, il vaut mieux prendre une substance pharmacologique qu'aller faire un travail sur soi. Voilà. Le travail sur soi, ça prend un peu de temps. L'être humain, pour se construire, ça prend un peu de temps. À l'adolescence, on est encore au milieu de la transformation, donc voilà, ça prend du temps. Mais c'est pas parce que ça prend du temps qu'il ne fallait pas les recevoir tout de suite. Et c'est ça un intérêt de la CJC. C'est-à-dire que, et ça va nous demander d'être un peu habile, c'est-à-dire à la fois de dire, on ne peut pas tout faire tout de suite, mais oui, il faut qu'on commence à faire. Voilà, il faut que quelque chose. Voilà. Donc, vous voyez, on va retomber dans un premier paradoxe qui est intéressant hein, pour moi, de refuser l'injonction à tout tout de suite, mais de ne pas dire, ah non, revenez dans quelques temps quand vous aurez une motivation, quand ce sera prêt. On va quand même commencer à travailler tout de suite. Et donc, on va devoir avoir des stratégies de réduction des risques, puisque entre-temps, la personne, l'adolescent ou l'adolescente peut continuer d'avoir des usages. Voilà, donc ça va nous demander d'aller piocher dans les outils de la réduction des risques. Voilà, j'irai pas plus loin, mais le temps. La deuxième grande catégorie, c'est le stigmate. Voilà. Et ça va être un enjeu très fort, parfois d'ailleurs, autant avec la personne qui vient qu'avec les personnes qui l'accompagnent ou qui indiquent, c'est de faire tomber un peu ce stigmate. Non, prendre une substance n'est pas en soi-même la preuve d'une dégénérescence majeure. Ah, et quand je dis ça, je ne fais pas l'usage des drogues, mais
vouloir aller mieux et prendre quelque chose qui me fait me sentir mieux, eh ben, c'est important de valider qu'en tant que tel, c'est pas un comportement débile. Voilà. Mais attention, la solution que tu mets en route, elle a des risques. Voilà. Vous voyez un peu le décalage. Donc, pour sortir du stigmate, c'est important, puisqu'on va demander à cet adolescent ensuite d'être acteur de son parcours. Il commence à construire une solution et on lui dit, ah non, stop, la solution, la séquence, c'est une connerie. De toute façon, tu es trop con pour le faire. On va t'expliquer comment faire. Non. Oui, tu avais un problème, à tort ou à raison. Oui, tu as construit une solution, c'est déjà pas mal. Mais oui, voilà pourquoi nous, on valide pas cette solution. Voilà plutôt pourquoi, avec toi, on va essayer de t'accompagner pour comprendre un peu les risques de cette solution. Vous me direz dans vos questions si vous comprenez ou pas ce deuxième point, mais pour moi, il est essentiel. Et ça se traduit par des choses très simples. On va dire, oui, tes parents ou le prof ou l'autorité qui t'a envoyé ici a eu raison, encore plus quand on est jeune, de dire stop. Mais oui, tu n'as pas tout à fait tort. Une partie de ce que tu fais a du sens et on va retrouver cette motivation adaptative qu'il est important de pouvoir valider. Et du coup, autour du stigmate, on va ouvrir une deuxième boîte qui est très connue d'un certain nombre d'entre vous, j'imagine, qui est l'entretien motivationnel et l'approche motivationnelle. Hein. On va travailler et respecter sa motivation et ce par quoi il est passé. Puis on va avoir un troisième paramètre qui est celui de l'entourage, de l'environnement. Hein. L'environnement doit être protecteur. Quand on dit on va se donner le temps, il y a des choses qu'on peut commencer à faire assez vite et mettre la personne dans un environnement protecteur, c'est un point de départ. Alors, un environnement protecteur, c'est un environnement qui l'expose moins au stimulus addictogène, mais aussi, vous le savez, je pense, parce que beaucoup d'entre vous connaissent les questions d'addiction, c'est un environnement où on va essayer de diminuer les situations stressantes. Voilà. Essayer de faire arrêter quelqu'un en multipliant les stress. Vous avez eu à Bordeaux un colloque de la Fédération Addiction où il y avait Georges Coupe qui est venu présenter la conceptualisation de la maladie addictive. Vous savez, le lien entre le stress et la solution addictive. Voilà, plus une personne est stressée, plus elle va avoir tendance à rechercher l'apaisement. Et donc, mettre la personne dans un environnement protecteur, c'est diminuer les stimulus addictogènes, ça faire en sorte qu'il soit moins dans le groupe des personnes qui consomment, mais aussi baisser le stress. Et on va retrouver des choses que je vais juste citer ici, mettre quelqu'un dans sa zone de confort. Hein. Contrairement à ce qu'on croyait à une époque, c'est pas parce qu'on va pousser la personne à bout, c'est pas parce qu'on va lui faire toucher le fond de la piscine qu'elle se sortira, c'est au contraire parce qu'elle aura envie d'aller mieux, qu'elle aura encore plus envie d'aller mieux. Et du coup, ça nous amène à un troisième point. Dans cet environnement, il faut réfléchir avec l'entourage et une partie du travail de la CJC va être inclure l'entourage où on va travailler avec cet entourage pour qu'ils viennent converger dans la construction d'un certain nombre de paramètres, dont celui-ci de l'environnement protecteur. Voilà. Donc ça, c'est deux grands outils, hein, l'approche motivationnelle, l'entretien motivationnel, la réduction des risques, et c'est le cœur de ce qui avait essayé d'être mis autour de la rencontre que devait être qui doit être hein, l'intérêt de la CJC. Si quelqu'un est addict et a envie de soigner son addiction, il n'a pas besoin de passer dans une CJC. Il va aller directement dans un XAPA où on va soigner, utiliser les savoir-faire que l'on a autour. Hein, voilà. Ce qui est intéressant avec la CJC, c'est d'aller vers un public qui ne comprend pas pourquoi on veut le pousser là-dessus, qui va même un peu râler là-dessus, qui va juste accepter de passer, faire un bilan, voir, et on va essayer de déployer cette dimension adaptative, de l'ouvrir, de voir quelle fonction elle a, voilà, et de lui permettre un tout petit peu de commencer à avoir une attitude un peu plus critique de cette solution, mais en la respectant. Et donc, de l'autre côté, puisqu'on lui laisse continuer les usages,
on va commencer à réfléchir en termes de réduction des risques sur l'alcool, qu'il ne rajoute pas les risques d'accidentologie, qu'il ne rajoute pas les risques dus à certaines suralcoolisations avec les comas éthyliques, qu'il ne rajoute, voilà, tout ça, qu'il ne rajoute pas les risques rattachés à alcool, violence, sexualité, non prise en compte du consentement. En fait, des paramètres qui, si vous avez accompagné des jeunes, qui viennent parfois enfin, aggraver largement. Moi, j'ai accompagné des jeunes filles ou des jeunes garçons qui étaient des deux côtés, un qui avait abusé, l'autre d'autres jeunes filles qui avaient été victimes d'abus sexuels dans des soirées. Voilà, une fois que l'alcool est parti, ce qui a fait trauma ou effraction va rester un certain nombre de temps et on va devoir travailler là-dessus. Euh, ça incite à ne pas banaliser en attendant que la personne ait repris le contrôle, ce qui peut être des outils de réduction des risques qui vont au-delà simplement des risques strictement médicaux ou sanitaires, qui vont sur les risques sociaux, comportementaux, ainsi de suite. Voilà, donc ça c'est une première étape et je crois que vous vous souvenez, dans les CJC, longtemps, il n'y avait pas plus de 5 ou de 10 rendez-vous selon, parce que l'idée c'était que ça reste une porte d'entrée, que les personnes ensuite cheminent. Pour certains, 5-10 rendez-vous pouvaient être largement suffisants quand on était juste sur une période transitoire de l'adolescence. On peut faire un excellent travail avec des jeunes en CJC sur ces quelques rendez-vous, et d'autant plus si on inclut l'entourage et si l'entourage familial va pouvoir ensuite se remettre dans des interactions plus positives. Pour d'autres, et on va passer à une deuxième phase qui est un peu plus complexe, il va falloir aller un peu plus loin. Alors, on est un peu moins strict sur les 5 ou 10 rendez-vous, mais on essaye de faire en sorte que quand même ce ne soit pas quelque chose qui vienne emboliser toute la place laissée à la CJC. C'est une deuxième séquence où on va essayer de travailler et de commencer à permettre à la personne, l'alliance étant faite, on a travaillé sur le temps, on a travaillé sur le stigmate, on a travaillé sur l'environnement, on va commencer à essayer de lui faire sentir le piège dans lequel il est en train, cette personne, elle est en train de rentrer du fait de la solution, comment dire, la solution chimique, la solution addictive qu'elle a mis en place. Et ça va demander deux choses qu'on va essayer de faire à peu près en même temps, qui va être de commencer à supprimer l'effet voilement, donc de faire un dévoilement de ce que occultait l'effet produit, et puis de l'autre côté, de commencer à démonter les mécanismes qui font qu'il s'est attaché au produit pour augmenter en lui le sentiment qu'il peut le faire, qu'il a son pouvoir d'agir, il a une capacité de commencer à faire autrement. Vous voyez le mécanisme, c'est pour ça que c'est symbolisé par une écluse, parce que dans mon expérience clinique, mais pas que dans la mienne, on passe notre temps à essayer de faire descendre le voilement, faire monter l'autonomie. Parfois, ça va un peu trop vite, ça descend trop vite, donc il ressent le besoin de remonter. Voilà, et on va passer. Et il faut accepter, il y a une dimension, je le dis souvent de mon point de vue aussi, il y a une dimension un peu d'artisanat dans l'accompagnement en addicto, et un peu comme l'artisan. On règle à partir de règles de base, mais l'ajustement se fait dans le dialogue avec la personne. Alors, qu'est-ce qu'on peut voir de ce dévoilement et de ce démontage? On va regarder, pareil, quelques diapositives assez rapidement. Le démontage, ben, je vous renvoie je pense que c'est un des meilleurs livres qui a été fait là-dessus. C'est celui de Bordeaux et de Coube, hein, qui est avec des schémas qui sont très, très, très clairs, hein. Mais voilà, on va rentrer un peu dans cette zone grise de la personne qui a trouvé un équilibre et qui vous voit arriver en disant, t'as peut-être pas tort, il faut peut-être que je le bouge, mon équilibre, mais viens pas me faire mal. Ouais, c'est un peu comme chez le dentiste, quoi. J'ai bien envie qu'il vienne, mais en même temps, je suis prêt à refermer la mâchoire s'il me fait trop mal. Donc, il y a un travail, là encore, de savoir-faire relationnel. Et le meilleur moyen qu'on ait trouvé, c'est à partir de l'approche motivationnelle, ça va être de lui renvoyer, de lui permettre de mieux sentir
tous les défauts, tout ce qu'il commence à trouver moins performant ou ce qu'il a pu ressentir d'un début d'usure de la solution addictive, voilà, pour lui montrer que ça commence à créer un certain nombre de problèmes. De façon très triviale, hein, eh bien, s'il est dans le bureau, 9 fois sur 10, ils ne sont pas volontaires pour venir à la CJC, bah, c'est qu'il y a quelqu'un qui a trouvé que ça posait problème et cette personne lui a transféré une partie du problème en l'amenant à consulter. Voilà, donc ça fait partie de ce qui commence à montrer que sa solution ne marche pas à 100%. Alors, vous avez tous les malchanceux. Moi, je me souviens, il y en a un, j'ai jamais fait l'enquête pour vérifier si c'était vrai, qui me dit, écoutez, vous me croyez si vous voulez pas, c'est le 1er juin que j'avais allumé. Bon, j'écoute, des fois, la malchance arrive, c'est autre chose, tu as une mauvaise étoile. Si tu t'es fait choper dès le 1er juin, et si dès le 1er juin, les personnes t'ont envoyé consulter, bon, tu pourras peut-être écrire dans tes mémoires cette anecdote qui nous fera de toi un titre assez exceptionnel. Mais la plupart des personnes qu'on finit de nous envoyer, même si on essaye d'améliorer l'intervention précoce, c'est que quand même ça finissait par se voir. C'est que ce comportement dont il disait je le gère finissait par se voir et donc finit par faire problème. Et on va faire alliance avec cette partie-là, hein, voilà. Et puis on va essayer de commencer à identifier avec eux une succession d'autres opportunités, parce que même quand on commence à être pris par la solution addictive, on a d'autres compétences, d'autres possibilités. Donc voilà, il ne s'agit pas de tomber dans une naïveté de dire, tu vois, tu sais jouer au ballon, tu sais jouer au foot, donc tu peux t'amuser avec le foot, voilà, plutôt que... Mais de lui permettre de revisiter que oui, il y avait tel plaisir avant, il y avait la musique, il y avait tel truc, oui, il y avait telle activité, ces fameuses activités qu'il a pu arrêter, et de commencer un peu à les réactiver. Voilà, le démontage au début, il est très progressif, il prend acte de ce qui est moins efficace, moins intéressant dans la solution addictive, des problèmes qu'elle commence à, à poser, et il prend acte et il permet de partager avec la personne qui est là les compétences, les ressources, les choses positives qu'elle peut mettre dans la balance de l'autre côté. Voilà. Et il y a un travail vous verrez qu'on va faire, qui est du côté de la psychoéducation. Mais pour bien comprendre ce démontage positif, il faut continuer, il faut aller de l'autre côté, sur la diapositive suivante, et regarder quelque chose qui se joue du côté du dévoilement. Voilà. À côté, je vous donne l'exemple d'une jeune fille qui était venue consulter. Alors bien sûr, officiellement, c'était le cannabis qui la mettait en échec scolaire. Le cannabis devenait l'objet de toutes les disputes entre elle et ses parents. Et puis, au fur et à mesure qu'on a pu commencer à dire, écoute, d'abord, continue si tu en as besoin, mais fais-le de façon moins risquée. Donc, au bout du moment qu'on a commencé à lui dire, écoute, il y a toujours des joints qu'on peut enlever, donc enlève-les, celui-là qui est mécanique, celui-ci, voilà, tout ce travail de démontage. Un certain nombre d'émotions sont ressorties et elle a pu parler de choses plus intimes dont elle n'avait pas parlé au début et dont elle ne pouvait pas parler, qui étaient, là ça vous est dit rapidement, mais je ne veux pas vous perdre de temps sur le cas clinique, mais qui étaient autour de tout ce qui était difficile dans sa sexualité. Est-ce qu'elle était une sexualité homo ou hétéro? Pourquoi elle avait des masturbations compulsives? Voilà, elle a pu faire ressortir tout ça. Donc le dévoilement, hein, progressif, si on continue de passer à la diapositive d'après, vous voyez le schéma qui va être d'avoir en parallèle, on baisse l'effet occultant de l'expérience addictive et on laisse sortir, la personne va sortir à son rythme, sans qu'on se précipite, hein, ce qui se joue derrière, l'idée étant de lui permettre petit à petit d'envisager ce que François Julien appelle la seconde vie, c'est-à-dire que elle pourrait le faire autrement, et notamment quand on est à l'adolescence, quand on est à un moment où on devient un jeune adulte, l'idée de faire autrement est une idée qui les intéresse beaucoup. Je vous mets dans les 2 derniers alinéas quelque chose qui aide beaucoup, je trouve, à penser la dynamique de la CJC. C'est aucun d'entre nous n'est prêt à changer de vie sur injonction.
C'est pas possible. Voilà. Et imaginez-vous vous-même si on vous disait tu dois changer de vie du jour au lendemain. C'est infaisable, encore plus pour un adolescent. À l'inverse, mettre quelqu'un dans une dynamique où elle va changer sa vie, c'est-à-dire où petit à petit elle va donner des petits décalages qui vont lui permettre de se retrouver autrement, ça c'est jouable. Voilà. Hein. Donc c'est cet équilibre qu'il faut trouver dans ce jeu dévoilement, démontage. Hein. On n'est pas dans une position d'autorité. Mais on pose des cadres, on pose des limites, on n'est pas dans une position où on prend le pouvoir sur l'autre, mais on lui permet de faire des ressentis, de faire des expériences, et on est toujours dans cette logique de la CJC, qui est que pour lui, le moment où il nous rencontre, l'usage a encore plus d'avantages que d'inconvénients, et une part de lui ne voit pas spontanément pourquoi on est en train, autant que ça, de vouloir modifier son comportement. Alors on va finir cette deuxième phase rapidement avec trois ou quatre diapositives. Je crois qu'il y en a trois. Non, voilà, la troisième, pardon, qui est l'environnement. On va passer de l'environnement favorable à l'environnement enrichi. Donc, il y avait le dévoilement, il y avait le démontage. Sur le dévoilement, je vous ai montré deux diapos. On avait parlé de l'environnement favorable. Là, on va aller vers un autre concept, vous savez, qui est très, très, très travaillé et qui se révèle très, très utile, l'environnement enrichi. C'est-à-dire que plus la personne va réenrichir son environnement, plus elle va pouvoir s'ouvrir d'autres opportunités, plus elle va pouvoir commencer à diversifier. Vous savez, c'est la fameuse expérience du rat park. Non pas moins elle va consommer, mais moins l'expérience de consommation tiendra d'importance, tiendra de place. Voilà. Hein. Et on est là sur un mécanisme. Donc, dans ce moment-là, peut-être vous aurez des questions là-dessus, mais il va falloir travailler un peu différemment. On va essayer de réfléchir autrement la disponibilité du thérapeute ou des personnes qui accompagnent. Moi, c'est un moment où j'utilise beaucoup les SMS où je vais multiplier les interactions, des interactions où les rendez-vous vont être un peu plus rapprochés, mais des rendez-vous qui vont parfois être courts. Donc, par rapport au compte de 5 rendez-vous, ceux-là ne sont pas comptés pareil, c'est des petites séquences où on répond à une question, où on aide à passer un cap, on va travailler là-dessus. C'est le moment où on peut aussi commencer à ouvrir la personne vers d'autres spécialistes qui vont rattraper ce que le dévoilement a commencé à montrer, des problèmes de santé, des questionnements un peu plus intimes, des hésitations. Voilà, on va jouer là-dessus. Et puis bien sûr, tout ce qui peut commencer à se réactiver d'activités, culture, sport, ainsi de suite. Là encore, non pas dans un truc punitif, tu vas faire du sport pour arrêter de te droguer ou tu vas faire de la musique pour arrêter de te droguer, ça n'a jamais marché, hein, mais qui est, puisque ce qui est important, c'est que tu te sentes bien et que tu te fasses plaisir, comment on peut diversifier les moments où tu te sens bien et les moments où tu te fais plaisir. Voilà, hein, c'est de ce côté-là que ça se joue. Et pour terminer cette deuxième phase, et ensuite on aura pratiquement terminé ce que je voulais vous détailler, on va utiliser des outils. C'est pas uniquement le motivationnel, c'est pas uniquement la réduction des risques. On va faire beaucoup de psychoéducation, hein, beaucoup de voilà, permettre de comprendre les mécanismes qui se jouent, euh, pourquoi la substance psychoactive est aussi efficace, ce qu'elle met en danger de notre lien à un fonctionnement naturel dont on peut encore avoir besoin, qui est parfois très intéressant pour les jeunes, hein, parce ils ont cette envie. Vous avez toujours ce paradoxe de ces jeunes, ils vont refuser le traitement antidépresseur, le traitement médicamenteux en disant, ah non, moi je veux que du naturel. Alors, leur expliquer que non, contrairement à ce qu'ils croient, la prise de produit, c'est pas du naturel. La plante est peut-être naturelle, mais l'effet pharmacologique de la plante dans le cerveau, c'est un effet chimique comme le médicament, et même c'est un effet chimique moins adapté à ce qu'ils ont que le médicament, contrairement à ce qu'ils croient. Donc tout ça, c'est un travail un peu de psychoéducation. Euh, Ils vont en faire une partie avec nous, ils vont en faire une partie avec eux, hein, sur des sites où des usagers se racontent entre eux. Il ne faut pas en avoir peur, hein, parce que la plupart des sites, on peut un peu regarder, mais ont un côté réduction des risques. Hein. Et puis, on va continuer de gérer l'effet d'écluse. Donc, il y a la psychoéducation. La diapositive d'après vous renvoie à un livre, si ça vous intéresse. Moi, je l'ai trouvé intéressant. C'est-à-dire qu'on va creuser un peu plus
l'analyse fonctionnelle que dans la première étape de l'alliance, hein, la dimension adaptative. Là, vous avez des outils pour le creuser un peu plus. Il y a beaucoup d'outils du côté des TCC, des grilles. Il y a beaucoup d'outils du côté des pratiques du rétablissement qui permettent de mieux comprendre. C'est pas utile pour tous nos usagers, c'est utile pour certains, et vous voyez qu'on se rapproche de la fin de ce qui est un parcours en CJC, parce que là, on rentre vers quelque chose, si vous avez pigé, suivi, si vous avez l'expérience, vous voyez qu'on va vers ce qui sera l'orientation sur le XAPA, la diapositive d'après, ou sur un accompagnement autre, hein, la diapositive d'après, elle va nous présenter la boîte à outils des TCC, le craving, les décisions sans conséquence, l'équilibre de vie. Je ne vais pas vous détailler tout ça, je pense que la plupart de vous le connaissent. On retrouve la gestion du stress, la gestion de la colère, on retrouve le plan d'urgence. Voilà, c'est outiller la personne pour que ce travail de démontage, c'est pas le but qu'elle le réussisse à 100%, mais qu'elle le réussisse un peu plus, qu'elle voit que c'est possible, qu'elle puisse se projeter dans quelque chose qui aurait de l'intérêt. Voilà. Et on va terminer, je vais utiliser à peu près les trois quarts d'heure. Je vous donne deux références là-dessus. Pardon, tu peux revenir, la référence sur le livre sur les TCC de Lucia Romo, et puis un autre livre de collègues psychologues, psychothérapeutes, qui est préfacé aussi par Lucia Romo. Voilà. Et puis, on va terminer. Alors, la troisième phase, pour moi, elle n'est pas dans la CJC. Voilà, pour ça que je vais aller plus vite, hein. Mais la troisième phase, c'est d'abord pas pour tous. Tout le monde en possède cette troisième phase. Ça introduit, par exemple, ce que dira Myriam, ou ce que vous avez entendu à d'autres moments. Il y a des personnes, une fois qu'on a démonté la solution addictive, il y a derrière des problèmes qui vont demander un travail plus long, voilà, qui vont demander un travail d'accompagnement plus long. Donc, on va tomber dans tous les schémas de thérapie un peu plus dimensionnelle et fonctionnelle. Juste ce que vous connaissez, on va essayer de rééquilibrer entre le contrôle qui avait été perdu et les émotions qui étaient venues envahissantes. Voilà, vous retrouvez le CK, vous retrouvez des analyses diachroniques, synchroniques, selon la façon dont on veut le faire. Vous retrouvez les différents systèmes qui vont être mis en jeu et examinés. Et puis, vous retrouvez dans la colonne centrale toutes les thérapies non pharmacologiques. Alors, certaines très connues, l'UMDR, je crois que donc vous aurez quelque chose sur les thérapies du trauma la prochaine fois, mais aussi travailler les rythmes de vie, les habitudes de vie, mais aussi les thérapies narratives, les thérapies systémiques, familiales. Bon, là, plus la boîte à outils ouverte, mieux c'est, hein. Et le but étant que ce dont on était parti, le déséquilibre entre émotion et contrôle, soit remis dans une proportion plus adaptée. Voilà, hein. Donc, mais ça, c'est un travail qui va prendre encore plus de temps, qui n'est pas nécessaire pour tout le monde, qui va permettre qu'à partir de la porte d'entrée CJC, on aura, j'aime pas l'expression tri, on n'aura pas fait le tri, mais il y a des personnes où la première phase aura suffi, il y a des personnes où la première phase avec un bout de la deuxième aura suffi, et il y a des personnes où la deuxième phase aura permis de les orienter, de leur permettre d'aller poursuivre ailleurs, autrement, soit avec nous dans un autre lieu, soit avec d'autres, le travail que nécessite cette troisième phase. Voilà. Et pour terminer, il doit y avoir une ou deux diapositives qui vous donnent. Alors, ça, c'est le pacte qui était la façon de rappeler avant de terminer que toute une partie de ce travail ne peut se faire que en travaillant avec l'entourage, hein. Donc, le pacte et le travail qui avait été fait de façon spécifique avec Olivier Fan, Céline Bonner et Muriel Lescaut, à l'époque où la Mildeca avait travaillé sur la thérapie MDFT, pour montrer l'intérêt de cet accompagnement. Donc, le pacte est là. Et pour terminer, vous avez sur la dernière diapositive, quelques références. Donc, le bouquin de coupe de Patrick Bordeaux, l'aide-mémoire qu'on a déjà vu, un travail de François Julien et de collègues systémiciens, et puis l'aide-mémoire d'addictologie sur toutes les dimensions addictogènes et l'intervention précoce. Voilà, si si vous aviez envie de creuser un peu plus. Voilà un peu ce que je voulais vous proposer dans cette partie. Et puis maintenant, on est là pour répondre aux questions que vous avez écrites et puis éventuellement
à d'autres questions que cette présentation de ce que moi j'appelle les trois phases de la CJC. Et donc, vous avez bien compris que la première, oui, complètement, la deuxième en partie, et la troisième, non. C'est la notion de porte d'entrée. Mais ce travail-là, si on le fait dans la CJC, on n'a plus de place pour recevoir les nouveaux. Voilà. Macha, à toi en tant qu'animatrice, la parole. Donc, je vais te lire les questions qui ont été posées à la fois au moment de l'inscription et Ok. aussi pendant ton intervention dans le chat, éventuellement. Et puis, je te laisse y répondre si ça n'a pas été le cas déjà dans ton intervention. Donc, on avait une première question qui nous demandait comment amener le jeune vers le soin. Qu'est-ce que reformule là? Comment amener le jeune vers le soin? J'arrive pas à entendre le mot que tu utilises. Je l'ai pas. Ah. Le soin, j'entends le soin, c'est juste la phrase d'avant, le mot d'avant. Alors, comment amener Ah le oui, jeune comment vers le amener? soin? Voilà. Ben, justement, l'idée, c'est surtout ne cherchez pas à l'amener vers le soin. C'est comment le mettre lui en posture d'avoir envie de prendre soin de lui. Voilà, hein, l'amener vers le soin. On va rentrer vers quelque chose souvent. Hein, alors, si lui a pris conscience qu'il a besoin d'être aidé, tout ce que je vous dis là n'a plus lieu d'être. Donc, on va éviter d'enfoncer des portes ouvertes. Il y a aujourd'hui, heureusement, beaucoup d'adolescents qui d'eux-mêmes le sentent, le comprennent et disent, j'ai besoin d'être aidé. OK. Donc ça, on s'intéresse à des adolescents qui ont eu l'opportunité de faire une expérience avec une substance psychoactive, et cette substance psychoactive a apporté le soulagement dont ils avaient besoin, et donc ne voient pas pourquoi on les priverait de ce soulagement avec cette pensée qui n'est pas complètement délirante que leur problème passera. En attendant, ils prennent cette solution-là, et puis quand le problème est passé, ils feront plaisir à papa, maman ou à la personne qui leur demande, ils arrêteront. Voilà. Mais en attendant, les amener vers le soin, c'est les amener vers quelqu'un qui va les priver de cette solution qui fait du bien Mm. et qui va parfois même, c'est dit comme ça par l'entourage, les confronter ou les faire réfléchir à ce qui pose problème. Donc la première idée, c'est de ne pas raisonner comme ça. C'est de ne pas raisonner comme ça. Et donc, c'est de partir de deux choses qui ne sont pas contestables, euh, ce que l'adulte, en tant qu'adulte, a le droit de refuser parce que c'est une substance illégale, parce qu'il a trop bu et qu'il a eu tel ou tel comportement, parce qu'en milieu scolaire, il a fait quelque chose qu'il ne devait pas faire. Donc, on ne lui demande pas d'arrêter, on pointe quelque chose, une utilisation qui, elle, n'est pas acceptable. Vous voyez, c'est pas tout à fait la même chose. Hein. Et la deuxième chose, c'est que le professionnel, lui, va travailler avec lui sur cette solution qui n'est pas complètement efficace. Voilà. Et c'est ce démontage progressif de cette solution qui permet d'amener dans la continuité. Ça demande quelque chose qui est intéressant, ça demande de respecter la temporalité de l'adolescence. Ça demande de bien comprendre que si on fait sentir la première étape à l'ado, il ira naturellement vers la deuxième. Si on fait sentir vers la deuxième, il ira vers la troisième. Parce que c'est le même mécanisme de recherche de bien-être qui lui a fait trouver intéressant la prise de produit, qui va lui faire trouver intéressant euh, d'être soulagé autrement. Voilà. Je ne sais pas si je Mm. réponds suffisamment à la question, mais pour moi, oui, on est complètement légitime à lui dire, je ne vais pas te laisser continuer cette solution, mais attention, la façon dont on présente va être extrêmement importante. Je me souviens, moi, d'avoir été marqué dans les années 90, quand on avait démarré ce type de travail. À l'époque, ce n'était pas les CJC. Je travaillais avec des infirmières scolaires qui disaient, pourtant, Monsieur Coutron, je leur dis, va voir Monsieur Coutron, c'est un bon psychologue, il va te faire arrêter ta drogue et il va te faire réfléchir à tes problèmes. Bon, eh bien,
Ses collègues n'étaient pas débiles. Quand on dit comme ça, on peut se dire qu'est-ce que c'était maladroit de le dire comme ça. Non, elle le disait comme ça en toute honnêteté. On le pensait comme ça en toute honnêteté, mais c'était exactement quand vous vous mettez dans la tête de l'adolescent ce qui ne donne pas envie d'y aller. Voilà. D'accord? Donc, c'est ce travail-là. À l'inverse, le fait que tu fumes commence à se voir, ou le fait que tu bois fait qu'hier tu as eu tel ou tel problème, ou le fait que, et donc, moi ton père, ou moi tel prof, ou moi telle autorité, je commence à te créer un problème là-dessus, bah, du coup, oui, j'ai intérêt à aller voir quelqu'un qui va me dire on va essayer de faire un bilan et qui va au début va essayer de me faire travailler à reprendre le contrôle de ma consommation. Et reprenant le contrôle de ma consommation, qui va me permettre de comprendre en quoi, oui, elle est une solution adaptative, mais en quoi cette solution adaptative est un piège, un danger, et comment je vais pouvoir, voilà. Et on retrouve cette notion l'approche motivationnelle permet de bien travailler, de l'ambivalence. D'accord. Ensuite, une question par rapport à la confidentialité vis-à-vis des parents. Donc la question, c'est quelles sont nos obligations vis-à-vis des parents lorsque le consommateur est mineur? Dans quelle mesure respecte-t-on l'anonymat lorsqu'il est souhaité par le mineur? Je sais bien, c'est une solution où nous n'avons jamais pu obtenir une réponse claire, nette et précise des autorités. C'est dommage. La, la pratique est différente. Si vous avez un médecin dans l'équipe, il peut apporter cette sécurité un peu indirectement à la CJC. Si vous n'avez pas de médecin dans l'équipe, dans le XAPA, ça peut être un peu plus compliqué. Le conseil qu'on donne généralement, c'est de consacrer les un ou deux premiers rendez-vous à explorer le pourquoi le mineur ne veut pas. Mais clairement, on n'a pas pu obtenir une écriture réglementaire claire. Voilà. Après, moi, je redis ce qu'on a toujours dit. On a des questions comme ça autour de la sexualité, autour de l'accès à la contraception, donc avec des autorisations qui sont données à des praticiens. Donc parfois, on va se protéger sur un temps donné en passant par un autre motif. Mais ce ne sont que des solutions intermédiaires. À ma connaissance, il n'y a toujours pas eu un texte, et je crois qu'on en a reparlé à l'anniversaire des 20 ans, il y a toujours pas eu un texte clair, c'est dommage. Ça nous invite, sauf cas très pathologique, à très vite proposer ce travail mais on peut recevoir tes parents, contrairement à ce que tu crois, et on peut jouer un rôle voilà, fais-nous confiance, on va d'abord travailler cette dimension-là avant de travailler, il faut que tu arrêtes de fumer ou de boire, voilà. Et il arrive parfois qu'effectivement, on ait un temps important qui soit consacré d'abord à ce travail avec les familles. Ok. Ensuite, quelle est la plus-value des interventions des CJC dans les infirmeries scolaires? C'est l'histoire des points de contact, quand elles sont dans l'infirmerie scolaire, parfois, ça dépend des lieux, ça dépend de... Mais la plus-value, c'est que la première démarche est plus simple. Le critère doit être, est-ce que ça facilite l'accessibilité? Donc, est-ce que ça facilite une première rencontre un peu plus anonyme? Il est dans l'infirmerie scolaire, on ne sait pas de quoi il est allé parler, donc ça peut permettre. Rencontrer quelqu'un dans l'infirmerie scolaire, ça peut être pour certains jeunes moins inhibant que d'aller voir un psycho, d'aller voir un spécialiste, entre guillemets, même si on dit c'est la CJC à l'extérieur. Donc le critère doit être un critère très pragmatique qu'on a bien découvert avec la réduction des risques, qui est moins une personne est proche de la demande, plus il faut réfléchir à un seuil adapté, une accessibilité. Pour moi, c'est le seul critère. Sinon, ça vous plaît. Ok. Ensuite, question plus technique, précise. Disons, peut-il y avoir une délivrance de traitement de substituts nicotiniques au sein des CJC ou une possibilité d'obtenir une ordonnance? Bah, je dirais, si on est sur un problème de cet ordre-là et qu'il y a les moyens de le faire, pourquoi la CJC ne permettrait pas d'accéder à... Voilà, c'est pas le cœur de métier, c'est pas l'enjeu principal,
Mais c'est vrai qu'il y a souvent une telle façon de banaliser le tabac chez les jeunes et parfois chez leur entourage versus le cannabis que ça peut être intéressant de le réfléchir. Après, plus on s'engage vers des traitements d'une addiction de fond, moins la porte d'entrée CJC est intéressante et plus on est dans une suivi pour une dépendance tabagique. Voilà, hein, je reste très classique. La porte d'entrée, elle ne peut pas faire le travail de fond. Voilà, c'est Mm. contradictoire. Donc, si c'est pour faciliter la porte d'entrée et faire prendre conscience quelque chose, si c'est j'ai un problème de dépendance tabagique, eh ben, on va travailler la dépendance tabagique et on va te mettre en contact avec des personnes dont c'est le métier. Concernant les parents, une autre question, quelle est l'offre d'accueil et d'écoute pour les parents? Existe-t-il des cafés parents ou autres possibilités de partage d'expériences entre parents dans le cadre des CJC? Alors, les CJC, la plupart du temps, elles ont plutôt moins de moyens que plus. Donc, elles ne peuvent pas toujours faire tout ce qu'elles voudraient. Il y a un certain nombre de CJC qui proposent des groupes. C'est très variable. Enfin, vous le savez, je pense que même sur la région Grande Aquitaine, les dotations de moyens en CJC sont variables d'une CJC à l'autre. Selon que vous êtes dans une grande ville ou selon que vous êtes en zone périurbaine, les temps de déplacement, les choses ne sont pas les mêmes. Pareil, de façon pragmatique, je dirais que pour moi, ce qui est surtout important, c'est qu'il y ait une offre par an, c'est qu'il y ait une porte d'entrée par an, c'est qu'il y ait un accompagnement qui soit proposé aux parents. Après, on fait avec les moyens qu'on a. Il y a des endroits, il y a des groupes, il y a des endroits, il y a même des collègues qui sont un peu plus branchés, spécialisés, parents, thérapie familiale. Il y a d'autres endroits où on n'a pas les moyens de faire ça. Mais il est important d'avoir une CJC, qu'elle ait du temps et qu'elle pense dans dans son organisation cette question des parents et cette question de l'entourage. Je ne sais pas si tu étais à l'époque sur le dossier, mais pour avoir vécu le lancement des CJC, la fin du premier trimestre, quand on a reçu les chiffres et où le président de la MILDECA, de la MILT de l'époque, Didier Gell, attendait des chiffres, la surprise qui n'en était pas pour tout le monde, c'est qu'il y avait eu très peu de jeunes qui étaient venus, malgré la campagne Le cannabis, c'est une réalité, mais qu'il y avait beaucoup de parents qui s'étaient précipités en disant enfin un lieu où on peut aller exprimer le fait qu'on n'y comprend rien à cette histoire, parce qu'il y avait ceux qui disaient, mais attendez, le cannabis, c'est pas si grave, il fait son expérience, laissez-le faire cette expérience, et ceux qui disaient non, voilà. Et que les premières CJC, je le rappelle, c'était consultation cannabis et autres substances psychoactives, avant que ce soit consultation jeunes consommateurs. Voilà. Une autre question qui demande si le dispositif propose aussi des consultations en visio ou est-ce que c'est que en présentiel? Moi, je me sens pas légitime pour dire est-ce que le dispositif, je vous l'ai dit à un moment, je pense qu'il est dommage de se priver de ces outils. Et c'est un vrai enjeu de la rencontre, à la fois de faire valoir l'intérêt pour le jeune de venir et qu'il y ait un temps, et des temps qui soient en présentiel, et en même temps je suis de ceux qui disent il y a vraiment des apports très positifs de pouvoir de temps en temps lui dire, OK, t'as pas envie de venir, ben on va le faire en visio cette fois. Voilà. Ou la semaine prochaine, écoute, on va se voir que en visio, deux fois, un petit quart d'heure là, un petit quart d'heure là, parce que il y a tel et tel rythme dans ta semaine qui justifie ça. D'utiliser des échanges par SMS pour lui permettre de partager à chaud quelque chose. Et puis nous, voilà. Et donc, je pense que notamment dans ce moment hein, où on va un peu lui faire sentir qu'il peut bouger quelque chose de cet équilibre dans lequel il était, certains sont en train de se figer,
ces nouvelles façons d'intervenir sont très intéressantes. C'est très intéressant de le penser comme étant un outil professionnel, car moi je leur dis, tu sais, c'est sur mon temps de travail, tu peux le faire. Par exemple, j'ai un téléphone pro, je leur dis, tu peux écrire 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. C'est pas un téléphone d'urgence, mais tu peux écrire. Et moi, je te réponds sur des plages horaires que je consacre à ça. Donc, c'est pas. Hein, mais voilà, ça va te faire faire un petit exercice. Alors, pour certains, c'est compliqué, donc on va passer par le message verbal, mais petit exercice de mettre en forme, même à minima, ce qui s'est joué là. Voilà. Et puis, ça assure un peu une continuité dans la semaine, autre que juste un rendez-vous toutes les semaines ou un rendez-vous dans 15 jours, 3 semaines, parce que parfois, on n'a pas le temps de les voir aussi régulièrement qu'on le voudrait dans cette période-là. Voilà, donc oui, il y a des visios pour moi. Je sais qu'il y a beaucoup de collègues qui l'ont. Et oui, il y a des SMS et des interactions comme ça. Et je sais qu'il y a beaucoup de CJC qui le font de plus en plus. Et ensuite, existe-t-il un suivi suite au rendez-vous pris? Bon, c'était un peu le sujet de ce qu'on a présenté, c'est-à-dire Mm. que il faut qu'il y ait un suivi et d'une autre façon, je ne ferai pas de la CJC le lieu de la psychothérapie. Ah, mais je le ferai pas. Après tout, j'ai plus de responsabilité me permettant d'eux, mais parce que à l'époque, quand on avait créé les CJC, l'objectif était clairement de rencontrer un maximum de ces jeunes qui font des expériences d'usage et donc de garder la disponibilité pour ces rencontres, de pouvoir débloquer pour certains ce qui était juste en train de se bloquer et pour d'autres de pouvoir initier un suivi euh, qui se ferait dans des lieux plus adéquats. Après, la crise de l'ensemble des dispositifs thérapeutiques et d'accompagnement aujourd'hui étant telle que parfois on hésite à faire la CJC parce qu'on se dit mais à qui je vais l'orienter après? Enfin, clairement, j'ai des collègues avec qui on partage ça. C'est-à-dire que quand tous les pédopsies sont saturés ou bien qu'il n'y en a plus, quand les lieux où tu veux travailler, je ne sais pas ce que vous dira Myriam, mais sur le trauma sont saturés, quand dans certains dispositifs, il n'existe que des consultations secteur 2 et que tu as affaire à des publics qui n'y ont pas accès. Enfin, il y a tout, il y a les inégalités sociales de santé, il y a le manque de moyens dans la temporalité, voilà. Mais si on n'essaye pas tout de suite de refermer la porte en disant c'est pas possible, le, le point de départ, c'est qu'il y ait des possibilités de suivi quand il y en a besoin, mais qu'on soit capable de l'initier de façon à ce que enclencher le suivi soit pas je mets fin à quelque chose et me débarrasse de toi et il y a une rupture. C'est ça qui est un enjeu fort du positionnement CJC, c'est que les personnes quand on va les orienter et quand on va passer le relais pour un suivi plus long, ne se sentent pas, zut, ça collait avec vous, il va falloir que tout je recommence, mais sentent dans la dynamique, ah ouais, c'est exactement ce que vous m'aviez dit, on allait faire un bilan, regarder, voir, et puis, ouais, ben oui, j'ai envie d'aller voir la personne dont vous me parlez, puisque vous m'avez dit que ça permettrait de... Voilà, hein, j'espère répondre comme ça à la question, mais je sais, étant encore en activité, que dans un certain nombre de lieux, c'est dur. De lieux géographiques, de territoires, pardon. Ensuite, concernant l'évolution est-ce qu'il y a une évolution du profil type de jeunes reçus en CJC je sais qu'à un moment, au début, il y avait beaucoup de jeunes qui étaient adressés par la justice. Est-ce que ça s'est rééquilibré un peu? Comment ça a évolué Alors, d'abord, nous étions plusieurs acteurs de la santé publique et de la dictologie à dire que non pas il fallait pas recevoir les jeunes envoyés par la justice, mais c'était un point d'honneur de développer, donc j'en ai pas parlé là, c'était pas le but, mais les stratégies d'intervention précoce pour pouvoir avoir notre propre porte d'entrée. Attendre qu'un jeune s'est adressé à la justice, c'est une double injustice, sans mauvais jeu de mots. La première, c'est que l'interpellation policière
n'est pas une interpellation qui se fait sur des critères de santé publique, mais sur des critères d'ordre public. Donc elle est inégalitaire et inefficace en termes de santé publique. Hein. C'est pas une attaque contre ce que fait la police. Hein. Il y a d'autres critiques qu'on peut faire contre la police, les interpellations faciès éventuellement, voilà. Mais c'est juste, euh, en oubliant tout ça, juste de se dire qu'un policier qui interpelle, il n'interpelle pas sur des critères de santé, il interpelle sur des critères d'ordre public, de trafic, de surveillance, de gestion de l'espace public. Donc ça, c'est un premier point. Le deuxième, c'est que du coup, la personne vient nous voir, mais elle a un dossier judiciaire. Et pour un jeune ou pour un jeune adulte, c'est jamais, on ne devrait jamais complètement banaliser. Donc, je préfère toujours, quand c'est une interpellation, on disait ça à un moment, éducative. Je préfère un conseil de discipline à un dossier judiciaire. Je préfère une crise familiale. Ah, voilà. Donc, que l'on soit capable d'avoir de l'intervention précoce et que l'on soit capable de permettre aux familles et aux autres de. Donc, on avait essayé de s'améliorer pour augmenter des arrivées directes comme ça et diminuer le fait de se satisfaire de la justice me les envoie. Encore une fois, sachant que derrière la justice, avant, il y a la police qui les a interpellés et que ça ne devrait pas nous ne devrions pas nous trouver réjouissants qu'ils aient eu besoin d'être interpellés pour être ensuite jugés, pour être ensuite adressés. Et puis maintenant, avec l'amende forfaitaire, on risque de perdre cette rente pour ceux qui s'en étaient satisfaits. Donc ça a été une tentative d'évolution et dans certains lieux, elle a été réussie. Les CJC se sont dégagés de entre guillemets, de la dépendance pénale. Et puis de l'autre côté, on a vu arriver des nouveaux modes de consommation. C'est plutôt tout ce qui s'est passé du côté des écrans. Et avec les débats que ça a, tout ce qui peut se passer autour de la pornographie et de l'accès précoce à la pornographie. Voilà. Et puis aujourd'hui, on voit arriver, encore une fois, des jeunes qui sont dans des usages euh, avec derrière ces éco-anxiétés et des situations de post-Covid, de Mm. désocialisation, mais non pas sur le mode de la précarité, mais sur le mode de la phobie sociale, de l'évitement. Voilà, donc on a plus des évolutions qui sont très bien décrites par l'OFDT. Il y a un certain nombre de travaux sur des changements de public côté euh, consommation et côté profil un peu clinique. D'accord. Ensuite, plusieurs questions que je regrouperai en une seule, mais donc on a parlé des 20 ans des CJC et plusieurs personnes du coup se posent la question de maintenant quelles sont les perspectives à venir, que ce soit pour améliorer la prise en charge, pour augmenter la visibilité de ce dispositif. Qu'est-ce qui est, ce qui est un plan de route de prévu de... Moi, je ne sais pas, je ne suis plus à ce type de responsabilité. J'ai participé à cette journée. D'abord, j'ai vu qu'il y avait personne du ministère. C'était dans les locaux du ministère, mais il y avait personne du ministère. Ah, il y a eu d'autres journées organisées par les mêmes acteurs où il y avait toutes les autorités. Voilà, donc ça dit quelque chose. Je pense qu'on a du mal actuellement à assumer cette dimension adaptative de l'usage. On est dans une espèce Ah, je pense qu'on a du mal même à assumer cette dimension rituelle de passage. Hein. Et quand je dis ça, je ne cherche pas, encore une fois, à le légitimer, mais un rituel de passage, ça a une double dimension. Ça a une dimension collective, sociale, et puis ça a une dimension individuelle. On oublie que le grand rituel de passage, c'est aussi quelque chose qui permet de sentir différemment son corps. Et donc, où vont-ils se nicher, ces rituels de passage? Voilà, le fait, l'alcool étant une drogue légale, on a pu le voir beaucoup avec l'ivresse. Quand on écoute un certain nombre de ces jeunes qu'on arrive à attraper assez tôt sur l'ivresse, bien sûr, il y a toute l'influence du marketing, de la banalisation, de la publicité, des pièges dans lesquels on les a fait tomber. Et ils sont de plus en plus mal protégés, puisque la loi Evin a été
plutôt diminué que renforcé. Mais il reste chez un certain nombre d'entre eux, et c'est, en tant que clinicien, cela nous intéresse un peu plus que les autres, parce que chez eux, ça a un impact important. Il reste cette dimension du ressenti physique, hein, c'est-à-dire que l'ivresse, c'est une façon de sentir aussi différemment son corps, et c'est une façon de dire adieu au corps d'enfant. Voilà. Et donc, moi, je suis de ceux qui pensent que, encore plus aujourd'hui, on devrait être vigilant sur ces dispositifs. On le voit avec tout ce qui se dit autour des écrans. Et il ne se dit pas que des bêtises, hein, tout ce qui se dit autour de la pornographie. Il se dit des choses parfois un peu globalisantes, un peu maladroites, mais et on sent bien qu'il y a des déplacements. On voit bien que l'expérience d'alcool régresse, et c'est une très bonne chose. On voit bien que l'expérience du tabac diminue inégalement, garçon-fille, avec encore des résistances, mais voilà, elle a plus la même attractivité. On sait que dans les CSP+, c'est presque réglé. Enfin, j'exagère un peu, mais enfin, la question du tabac, elle est beaucoup plus ringardisée dans ces catégories sociales que dans les autres. Mais on voit apparaître les nouveaux rituels au niveau des écrans, au niveau des jeux d'argent, au niveau, voilà. Donc, euh, bon, pour le dire de façon plus crue, moi, je suis pas en responsabilité. Dans ce que je vois, euh, on aurait intérêt à continuer de s'intéresser à ces dispositifs CJC. Pourquoi? Ben parce qu'ils permettent de travailler cette question qui de toute façon restera présente avec ces adolescents, parce qu'ils permettent de la travailler en alliance avec les familles, c'est quand même Mm. le point important. C'est dans la CJC, même à travers la question de quand ils veulent pas que la famille soit venue, soit vue ou vienne, on va parler de la famille. À défaut de parler avec la famille, on va parler de la famille, on va parler de ce qui, on va se mouiller là-dessus. Donc il y a cette dimension individuelle, il y a cette dimension de système familial. Et puis, après, le troisième point, pour avoir participé au moment où elles ont été créées, si elles doivent être transformées, transformez-le. C'est-à-dire que le pire serait de s'accrocher au texte de la loi, disons les CJC ont été créés en 2004 comme ça, elles ne doivent pas bouger, ainsi de suite. Non, si elles doivent se transformer, si on doit les adapter au nouveau public, si on doit les rendre plus souples, plus évolutives, pourquoi pas? Mais ça, c'est des webinaires comme celui que vous faites, ou qu'on fait ensemble aujourd'hui, comme des groupes. Moi, j'ai participé à des. Tu vois, j'étais avec un collègue dans l'Est de la France, à Metz. C'était intéressant comment eux, effectivement, ils essayaient de réfléchir à un peu plus de groupes avec les parents, faire arriver les écrans un peu comme porte d'entrée, Mm. euh, voilà, jouer sur un certain nombre de stratégies de présentation qui gardaient la notion CJC, porte d'entrée. Vous êtes à un âge, vous allez faire des expériences, mais qui décalaient un petit peu ce qui était avant le focus de dit ou pas dit, le cannabis est le gros problème. Voilà. Donc oui, je sais pas ce qui s'en donnera, mais j'aurais plutôt envie de dire on continuera d'en avoir besoin. Je vois tous les jours l'intérêt qu'elles peuvent avoir dans ce travail, à la fois avec la personne concernée et son entourage. Et après, moi, quand j'ai commencé, on n'avait pas idée de ces visios, des SMS. Je fais partie de ceux qui ont beaucoup bougé sur ces choses-là. Et le cannabis n'est plus je mettais au début le vieux bouquin qu'on avait fait sur Mm. le cannabis que faire. Aujourd'hui, voilà, c'est pas, on focaliserait pas autant là-dessus.
Je vois qu'il y a une question aussi de Mathilde dans le chat. Comment accompagner un jeune actuellement dans l'ambivalence? Expérimente plus de nouveaux produits. Dernièrement, le LSD, il aime les effets et il repère en même temps les risques de sa conso. Troubles du sommeil, manque de concentration, victime d'agression et de situations à risque quand il consomme. Redis-moi la deuxième partie, la première partie. Donc, elle parle de Donc, comment l'ambivalence. accompagner un jeune dans l'ambivalence qui teste des nouveaux produits, dernièrement LSD, qui aime les effets, etc., mais qui en même temps repère les risques de sa consommation au niveau du sommeil, du manque de concentration et victime d'agression et de situations à risque quand il consomme. Je crois vraiment, je l'ai retrouvé la question, j'ai remonté le truc. Oui, je vois vraiment ce qui est intéressant. Tu vois, là, ce serait de le penser comme on a essayé de le dire, c'est-à-dire euh, lui permettre un petit peu, avec tout ce qui va être du côté du motivationnel, de déployer un peu plus les risques qu'il repère, et c'est intéressant qu'il les repère, et donc être aussi celui ou celle, et si c'est pas elle, Mathilde, je la connais pas, qui le fait, moi il m'est arrivé souvent avec des patients, de leur dire, écoute, moi là, ce produit-là, je suis pas top sur les risques, mais tu vas rencontrer quelqu'un, et donc de connecter cette personne sur quelqu'un qui va lui permettre de commencer à travailler sur ces risques qu'elle repère. C'est-à-dire que on ne va pas lui faire injonction d'arrêter tout de suite le produit si elle est dans cette dynamique, mais on va lui permettre tout de suite de commencer à se placer autrement par rapport à ce produit, à résoudre une partie de son ambivalence en retrouvant une fonction de protection d'elle-même que va lui apporter ou pas la réduction des risques. Voilà. Et c'est intéressant dans ce processus de transformation qu'on veut lui permettre de faire, de ne pas court-circuiter cette étape-là qui peut paraître toujours pareil, la réduction des risques, ça peut paraître, mais vous laissez faire. Non, je laisse pas faire. Je permets de faire autrement. Et en permettre de faire autrement, je permets à la personne éventuellement d'avoir, elle, envie de faire le pas d'après. La deuxième chose, c'est que si elle est victime d'agression et de situations à risque, c'est quelque chose, là c'est un autre risque, c'est pas le risque pharmaco, c'est le risque, et c'est un autre domaine sur lequel on va travailler. On ne peut pas aller plus loin dans un cas clinique comme ça, mais il m'est arrivé souvent sur des situations comme ça qu'au bout de 1 ou 2 temps d'entretien où on s'arrêtait là-dessus, c'est l'intérêt de l'approche motivationnelle, hein. La personne pouvait construire quelque chose qui était peut-être qu'il faut que je me mette plus dans ces situations. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ne plus me mettre dans ce type de situation? Où est-ce si je consomme avec ces personnes, ça se finit toujours comme ça? Je pense par exemple à une jeune fille qui un jour enfin, un jour, voilà, c'est toujours, il y a toujours un moment où, clac, la personne a l'insight, mais au bout de 1 ou 2, 3 séquences où on avait travaillé sur des événements où elle ressortait avec des agressions, elle avait reçu des coups, elle en avait elle-même donné. Enfin voilà, c'était un peu, voilà, le fait d'avoir et réduit les risques et permis d'élaborer ça, c'est traduit par, mais en fait, c'est quand je vais dans ce type de soirée que ça se passe, quand je suis dans tel autre type de soirée, ça se passe moins ou ça ne se passe pas du tout. Voilà. Et à partir du moment où elle a commencé à attraper ce fil-là, on a pu continuer voilà. Il y a certainement des situations où il faut être plus directif. Ça arrive dans nos métiers. Je suis de ceux qui pensent qu'avec des adolescents et avec des jeunes, parfois, il faut pouvoir être directif, même dans une CJC, même en posture de thérapeute. Mais faut pas se priver dans beaucoup d'autres situations. J'ai l'habitude de le dire, nous, on est ceux qui vont dans la zone grise. Donc, il faut pas se priver d'oser aller dans la zone grise et de donner le temps à la personne dans cette zone grise de prendre elle-même la décision. Le point important, c'est le trouble du sommeil, hein, manque de concentration. Voilà. Après, je pense que des collègues peuvent associer sur les TDA, des diagnostics qu'il y a derrière qui sont impossibles à donner comme ça, du tac au tac, sur 3 indices. Mais c'est l'occasion de dire notre première vigilance, c'est la réduction des risques stricto sensu et lui permettre de. Notre deuxième vigilance sur une situation comme ça,
c'est lui permettre, avec l'approche motivationnelle, d'identifier que des situations à produit égal ne sont pas les mêmes que d'autres. La troisième vigilance, c'est retrouver le processus de démontage-dévoilement. C'est là, il y a quelque chose derrière les troubles du sommeil, les troubles de l'attention, il y a quelque chose qui peut commencer à lui faire dire ou à nous donner les moyens de lui dire, mais tu devrais, voilà ce que tu as pensé, est-ce que tu, voilà, d'aller aussi regarder ce qui est peut-être au cœur du déséquilibre. Mais ça, c'est une histoire de dosage pas à pas, hein. Une question, je vois, qui vient d'arriver là de Nathalie. Difficulté à orienter les ados qui viennent aux urgences pour consommation, car notre secteur en Haute-Corrèze, nous n'avons que la maison des ados, car la CJC est à 1h10 de route. Comment faire, car les produits sont là? Ben, j'ai rien à lui dire que c'est le paradoxe qu'on est plein à regretter. Les produits sont plus accessibles que l'aide. Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'elle peut faire de plus? C'est-à-dire qu'effectivement, mis à part essayer de faire ce qu'à une époque on avait essayé de faire, c'est-à-dire multiplier les points de contact, multiplier la formation de professionnels qui sont dans l'esprit CJC, qui sont pas tout de suite ceux, mais qui vont pouvoir avoir cette réflexion. Si on veut pas rester complètement impuissant, la piste numéro un, c'est celle-là. Je me méfie beaucoup du truc, les consultations avancées, parce que tu le sais, ça utilise deux mots qui sont dangereux. Le mot consultation, qui est le mot qui dissuade les ados de venir dans la CJC. C'est pour ça que c'était très bien d'utiliser le logo CJC, parce que on gardait le mot consultation dont on avait eu besoin pour avoir le budget pérenne, mais on éliminait là, oh, tu veux que j'aille consulter pour, qu'est-ce que tu veux que c'est pas, voilà, bon, on éliminait ça, mais on permettait. Mais après, si les personnels, et j'entends bien, on l'avait dit en introduction, hein, le périurbain, c'est des temps de trajet, c'est loin. Donc voilà, mis à part ce que font des grosses CJC, qui est de former aussi ce que vous faites hein, directement avec un webinaire comme celui-ci, ce que vous faites dans d'autres actions. On avait participé, j'avais participé à avec vous à des réflexions sur des supports de prévention. Voilà. Mais comment on peut faire que ça se diffuse et que ça sorte de quelques lieux je suis désolé pour Nathalie, mais c'est un des pièges. Voilà, vous allez avoir des émissions de télé magnifiques sur les drogues. On va vous montrer l'hôpital Paul Brousse, on va vous montrer le professeur Benyamina, pour ne pas parler des Bordelais. Et puis vous allez voir le professeur, les deux autres professeurs qui l'accompagnent, les X chefs de clinique, les trucs, les machins. Vous allez, alors les familles vont trouver ça merveilleux. Vous, les professionnels, vous allez tirer la langue de jalousie en disant oh putain les moyens qu'ils ont. Et le lendemain, seul à faire le secrétariat à l'accueil, la réponse téléphonique et presque la fermeture de la CJC, vous dire mais comment veux-tu que je fasse la même chose? Voilà, j'ai l'air de m'en tirer par une galipette, mais c'est dommage parce que on parle beaucoup des narcotrafics, mais c'est vrai que l'accessibilité aux substances s'est largement améliorée par rapport à l'accessibilité à l'aide. Si je voulais terminer par quelque chose de pas complètement négatif, c'est là quand même que le travail de visio par visio. C'est là quand même que le travail par des SMS, c'est là quand même que essayer de jouer sur des outils à nous aussi puisque on sacralise le présentiel et il ne faut pas le dévaloriser, mais il ne faut pas en faire en quelque chose qui gêne l'accessibilité. Ce qu'on doit sacraliser, c'est la qualité de la rencontre. C'est comment construire, y compris avec les nouveaux outils, une rencontre qui reste de qualité. Voilà. Et c'est pas facile.
mais ça a pu se faire et ça peut se faire entre améliorer la formation de personnel de proximité, par exemple, en l'occurrence là, la maison des ados avec des professionnels que l'on pourrait faire monter en compétences, et puis avoir des temps par visio, par voilà, des stratégies qu'on réfléchit. On a une première rencontre qui peut être intéressante et qui fait que on va convenir d'un rendez-vous où le professionnel se déplacera exceptionnellement une fois par mois à tel endroit, permettra d'eux, mais fera que, voilà, il y a des tentatives comme ça qui se font. J'ai d'autres responsabilités. Je m'excuse de le dire comme ça parce qu'en ce moment, c'est très chaud par rapport à Mayotte, par exemple, où on a des équipes de l'association Opélia qui sont sur Mayotte et qui, en ce moment, affrontent d'autres situations. Mais c'est pas toujours facile de se déplacer sur le territoire mahorais. Et on voit comme ça, on a des réflexions sur qu'est-ce qu'on peut un peu dématérialiser. D'accord. Est-ce qu'il y aurait d'autres questions? N'hésitez pas, on a encore quelques minutes devant nous. Euh, je vous laisse la mettre dans le chat. Moi, j'ai une autre question qui me parvient là aussi. Est-ce que le statut de patient expert est accessible aux adolescents ou pas? Alors, je suis pas un spécialiste Est-ce de la qu'ils ont leur formation. place en CJC? Est-ce que c'est quelque chose qui Je se suis pas un fait? spécialiste. Je dirais qu'en tout cas, c'est pas l'endroit où la notion d'expert serait la plus utile. Le patient expert, il est souvent plus par rapport à l'addiction, maladie chronique. Voilà. Là, souvent dans la CJC, on va travailler sur l'entrée, on va Ah, travailler oui. sur l'usager expert. Voilà. Et c'est plutôt, c'est pour ça que je faisais référence plutôt à des forums où entre usagers, Mm. ils échangent des expériences. Donc c'est plutôt l'expérience que l'expertise. C'est plutôt le savoir sur l'expérience d'usage que l'expertise sur la maladie et sur le traitement de la maladie, qui est à l'origine, en dehors de la dictologie du patient expert. Et c'est une façon aussi de rappeler que c'est dommage de vouloir mettre toujours la même chose à tous les endroits. Et c'est vrai que sur la CJC, c'est plutôt les pairs, euh, Mm. voilà, et c'est plutôt les forums et le... Ouais, Et, c'était la question en tant que ouais, père, ouais. effectivement. Est-ce qu'il y Oui, avait oui, mais des... je trouve que c'est plutôt cette dimension que la partie très diplômée, très universitaire Mm. et très centrée, alors, et donc du coup très utile pour des personnes qui vont faire des parcours Mm. par rapport à des histoires d'addiction au sens où ils sont rentrés dans une addiction il y a une dizaine d'années de chronicité et on va travailler et l'expérience de ce ressenti et le travail autour de la sortie. Voilà, donc oui, cette culture-là est nécessaire. Bien évidemment, la parole des pairs aura de l'intérêt, bien évidemment, encore plus parce que on est sur des adolescents et des situations souples et variées, il faut qu'elles puissent être discutées et échangées. Et ça se joue plutôt sur cette qualification-là que sur le, après, on va retrouver des choses plus près du patient expert. Je pense pour des personnes qui ont été victimes de traumas et où l'addiction est venue colmater, automédiquer, voiler les souffrances du trauma, les processus dissociatifs et toute cette dimension que vous creuserez dans le Le prochain webinaire. prochain. Mm. D'accord, merci. J'ai l'impression qu'il n'y a plus d'autres questions, sauf s'il y a une dernière qui apparaît maintenant. Est-ce que, Jean-Pierre, tu souhaites conclure du coup sur un Oui, message spécifique que tu souhaiterais adresser aux participants aujourd'hui? oui, enfin, moi, ma conclusion, elle sera sans surprise, hein. C'est-à-dire que le, la, la-
La difficulté des CJC, je me souviens quand on les a montés, la difficulté, c'était ce sentiment qu'on avait qu'elle voulait empêcher la psychothérapie. C'était avec l'idée des X rendez-vous, pas plus. Elle voulait empêcher la psychothérapie. Et moi, je suis toujours intéressé de rappeler que non, elles ne veulent pas empêcher la psychothérapie, elles veulent participer. Elles n'ont pas prétention de tout répondre à tout, hein. Et là, on a parlé de ce qui était les entretiens. On n'a pas parlé de tout le travail qui se fait à côté de l'intervention précoce et tout le travail qui va mobiliser les entourages, ainsi de suite. Mais elles veulent euh, répondre à quelque chose qui s'était monté, qui était, c'est pas la peine d'attendre que ce soit chronique pour qu'on intervienne. Et effectivement, si on ne veut pas attendre que ce soit chronique pour intervenir, il faut accepter de se positionner autrement. Voilà. C'est-à-dire qu'il faut accepter, on va rentrer à un endroit où on n'est pas attendu, on va rentrer dans une posture qui va être reçue comme étant plutôt dérangeante. Nous, soignants, on aime bien être celui qui vient soulager. Voilà, dans d'autres situations, on a ce rôle-là. Là, on a celui ou celle, on est celui ou celle qui vient un peu déranger, un équilibre qui s'était fait et qui, faut qu'on accepte de le dire, qui n'était pas si mauvais que ça, même si les conséquences pouvaient être délétères. On revient à ma première diapositive, n'empêche que ça fonctionnait, n'empêche qu'on avait pas mal. Voilà. Et je vais terminer par quelque chose, il y a prescription. Euh, Moi, j'ai eu mes années addicto. J'avais 17-18 ans, ma maman était morte brutalement et il n'y a rien qui m'a rendu aussi heureux dans ces années-là que les addictions que j'ai prises. Voilà. Et je pense qu'une partie de ce que j'aimerais rappeler, c'est que heureusement que des personnes ont fait à l'époque de la CJC sans le savoir pour m'empêcher de m'installer là-dessus. Mais la dernière personne que j'avais envie de voir quand j'étais dans ces moments-là, c'était un psy. Voilà, et je m'en sers beaucoup avec les patients quand je les vois me regarder en disant mais j'ai pas envie de te voir. Je dis, mais tu peux pas savoir à quel point je trouve ça légitime. Mais parce que la représentation que tu as de moi, elle aurait pu être vraie à une époque. C'est-à-dire qu'il va m'empêcher de me soulager et il va me faire penser à ce qui me fait du mal. Ah, eh ben, non, voilà. Donc ce travail-là me paraît un travail important qui ne dédouane pas de la bataille contre les lobbies, contre la surprésentation des objets, mais qui nous concerne, nous, avec nos petits bras à l'intérieur des CJC. Et puis, c'est pas pour te faire de la pub par rapport au prochain webinaire, mais oui, quand derrière, il y a vraiment une problématique traumatique ou qu'il y a vraiment une problématique psychiatrique, j'ai beaucoup insisté sur le trauma, peut-être trop, et c'est la deuxième partie. Je sais que pour les 20 ans, les collègues bordelais des services de détection précoce et d'intervention précoce par rapport aux psychoses du jeune adulte, euh, plus on fait matcher ça, c'est-à-dire plus la CJC aura le souci éventuellement du psychotrauma ou aura le souci éventuellement de la détection du pré-psychose, plus le thérapeute CJC se laissera pas envahir par des problèmes qu'il n'a pas, lui, à traiter, mais vers lequel il va pouvoir orienter, et plus pour les usagers et ses familles, du temps sera gagné en accès aux soins. Donc tout le monde y gagne. Nous, on va traiter dans notre cœur de métier cette fausse solution addictive, et puis par ailleurs, on va traiter les dimensions où la fausse solution addictive, on aurait pu s'y accrocher un peu plus parce que là, elle aurait vraiment de bonnes raisons au-delà de la transformation adolescente et des rituels dont on parlait. Et là aussi, on fait gagner du temps. Donc voilà, après, on ne va pas repartir pour un cycle. C'est tous les manques de moyens qui ont été donnés, toutes les questions qui ont été posées qui rendent ça un peu plus compliqué. Mais une conclusion, ça doit être simple, donc on va rester là-dessus. Un grand merci en tout cas Jean-Pierre, c'était passionnant. J'espère que ça vous a plu également. Je rappelle aussi si certains souhaitent se procurer, il y a des affiches et des dépliants sur les CJC qui sont toujours accessibles en commande sur le site de Santé publique France gratuitement. Donc vous pouvez les commander et vous faire livrer.
On vous mettra peut-être le lien dans le chat ou sinon on pourra vous l'envoyer. Sinon, c'est sur leur site internet. Donc, merci encore une fois, 1000 fois, Jean-Pierre. Vous allez avoir le petit questionnaire de satisfaction après. Je compte sur vous pour le remplir. Et puis, n'hésitez pas du coup à revenir le 4 février pour le prochain rendez-vous de la Coréade. Merci à tous. Merci, merci, au revoir.